Oui, en effet, différentes mutations du gène TTR peuvent donner une amylose à transthyrétine héréditaire. Cependant, le type de mutation va influencer le phénotype, avec des phénotypes plus souvent observés dans certaines mutations. La mutation V30M, donc la substitution en position 30 d'une valine par une méthionine, est celle qui a été la plus étudiée. Elle a souvent un phénotype beaucoup plus neurologique que cardiaque, en tout cas au début des symptômes. Et à l'extrémité du spectre, par exemple, la mutation V122I est souvent beaucoup plus d'expression cardiologique que neurologique. Mais au sein des mutations, on n'a pas de corrélation génotype-phénotype très stricte, puisque par exemple pour la mutation V30M, on a des phénotypes français qui sont vraiment différents des phénotypes portugais qui ont été décrits initialement. Alors, en France, la mutation la plus fréquente, c'est la mutation Val30M, mais il y a des disparités régionales. Par exemple, dans le nord de la France, c'est la mutation sérine 77 tréonine qui est la plus fréquente, ou au moins en égalité avec la mutation Val30M. Et la raison pour laquelle on a cette répartition un petit peu différente n'est pas connue. Soit c'est un effet fondateur, soit c'est à cause de courants de migration, notamment une grosse immigration polonaise dans le nord de la France. Alors nous avions repris sur un travail les 25 dernières années où on avait donc 26 patients qui avaient une neuropathie amyloïde à mutation transthyrétine. Dedans, il y avait 16 patients qui avaient une mutation S77Y contre 10 patients qui avaient une mutation V30M. Finalement, en comparant les deux groupes, on avait des phénotypes un tout petit peu plus différents. Les S77Y avaient un mode de révélation plus jeune, en moyenne 58 ans contre 67 chez les V30M. Ils avaient aussi moins souvent l'hypoesthésie thermoalgique, qui est dite assez typique de ces neuropathies amyloïdes, et ils étaient moins ataxiques, en tout cas au moment du diagnostic. Le défaut de cette étude, c'est que pour l'instant, on n'a pas de données prospectives qui ont été reprises et on a quand même l'impression clinique que les S77Y évoluent plus vite, plus rapidement, avec des formes peut-être plus ataxiantes, plus sévères, et donc ça mérite à être démontré. Après, sur les présentations cliniques, comme les neuropathies amyloïdes, on avait des choses extrêmement variées, avec des neuropathies petites ou grosses fibres, longueur dépendante ou non. Alors, si on se concentre sur les données EMG, on avait aussi des profils électromyographiques qui étaient très différents. Il y avait un patient avec une mutation S77Y qui avait un profil de neuronopathie sensitive, ce qui est assez inhabituel. Il y avait un autre patient qui avait une atteinte uniquement des petites fibres, donc avec un ENMG qui était normal, qui étudie surtout les grosses fibres. Et le reste des patients avaient un profil de polyneuropathie sensitivo-motrice qui était variable, pouvait être longueur dépendante ou non, symétrique ou non, et majoritairement axonale, mais avec une composante démyélinisante qui était retrouvée dans à peu près 2/3 des cas. Et on a regardé aussi, essayé de comparer les patients V30M contre les patients CR77-TIR, et on a trouvé que les patients V30M étaient peut-être un peu plus asymétriques au niveau du profil ENMG que les patients S77Y. Actuellement, non, le génotype n'influe pas sur la prise en charge, notamment thérapeutique, mais c'est possible que si ces patients ont effectivement un phénotype différent, une évolution différente, sont peut-être plus sévères comme ce qu'on suspecte, qu'il y ait des spécificités de prise en charge et que dans le futur, le traitement et le suivi soient influencés par la mutation. En effet, les critères de traitement actuellement sont une neuropathie symptomatique. Peut-être qu'on devra décaler nos critères de diagnostic de neuropathie, notamment dans les formes très ataxiantes, où il pourrait y avoir de la place pour les potentiels évoqués sensitifs pour démontrer l'atteinte radiculaire. On a aussi besoin normalement d'une preuve anatomopathologique d'amylose pour traiter, et on connaît la négativité fréquente des prélèvements, que ce soit sur les biopsies de glandes salivaires accessoires, les biopsies de graisse ombilicale ou les biopsies cutanées, peut-être encore plus fréquentes pour les génotypes S77Y. Il y aura peut-être de la place pour d'autres sites de prélèvement, notamment les canaux carpiens, avec un prélèvement systématique lors de la neurolyse du nerf médian. Mais ça, il n'y a que des études prospectives qu'on va essayer de mener de manière multicentrique spécifiquement sur ce génotype qui pourront nous aider à répondre à ces questions dans les années qui viennent, je l'espère.